Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été reporter de guerre avant de consacrer votre vie à la paix de nos âmes. La mort que vous avez côtoyée sur le terrain demeure au cœur de votre existence, même si vous êtes convaincu qu'elle n'existe pas. Bonjour Stéphane Alix. Bonjour Jacques. Alors on parle beaucoup de vous dans les librairies en ce moment parce que votre livre La mort n'existe pas chez HarperCollins est un best-seller. C'est la suite d'un parcours qu'on va évoquer dans ces clés d'une vie à travers des dates clés. C'est le principe de cette émission sur Sud Radio. Des dates qui correspondent à votre parcours. Et la première que j'ai trouvée, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, c'est le 8 juin 1998. Écoutez ce générique. Le journal de 20h sur France 2 et sur le thème drogue, culture et substitution, c'est votre première apparition à la télévision. Ah oui. C'est une session extraordinaire des Nations Unies sur la lutte contre la drogue en présence des représentants des États membres. Et vous êtes dans ce reportage et c'est votre première télé. Vous vous en souvenez ? Eh ben pas du tout. Ouais. C'est incroyable ça. Et c'était un sommet visant à élaborer une stratégie globale contre le trafic de drogue, contre la consommation. Et vous évoquez la culture de l'opium de façon traditionnelle depuis 1000 ans, qui devient de plus en plus industrielle. Oui, parce que j'étais à l'époque spécialiste de l'Afghanistan et de l'Asie centrale et je venais de publier mon premier livre consacré aux routes du trafic de drogue, de l'héroïne en l'occurrence, depuis le Croissant d'Or, c'est-à-dire la région Afghanistan, Asie centrale, vers l'Europe, l'espace Schengen. Ça s'appelait La petite cuillère de Scheherazade sur la route de l'héroïne. Exactement. Et ce livre avait été un gros succès. Oui, ça m'avait pris. Ça avait été le fruit de plusieurs années d'enquête sur le terrain. J'avais vraiment arpenté les zones de trafic, depuis les champs de pavots d'Afghanistan, du Pakistan ou d'Iran, jusqu'à toutes les routes de trafic. Donc je me suis vraiment intéressé à comment cette culture se développe, pourquoi elle se développe et par où elle passe pour atteindre l'espace Schengen. Oui, et à l'époque, c'est un sujet dont on parlait peu dans l'actualité. Bon, on connaissait l'opium à travers le Lotus bleu de Tintin, et on savait qu'une élite, à commencer par Jean Cocteau, consommait de l'opium, mais on n'en savait pas plus à l'époque que Stéphane Alix. On savait pas comment, surtout, de telles quantités pouvaient être produites dans un seul pays. Et puis il y a plein. Vous savez, je crois que c'est un des premiers sujets sur lequel j'ai travaillé et qui m'a permis de réaliser que, en tant que journaliste, on part souvent avec beaucoup d'a priori sur un terrain et que quand on est sur le terrain et qu'on a suffisamment de temps à consacrer à un sujet, on s'aperçoit que nos certitudes se déconstruisent et on découvre vraiment la complexité en fait d'une problématique. Et là, en l'occurrence, la culture du pavot qui donne de l'opium en Afghanistan est dramatique localement déjà, parce que la consommation commence dès les bidonvilles de Peshawar, d'Islamabad ou de Kaboul, et pose des problèmes sanitaires et sociaux et politiques et sécuritaires sur tout au long de la route jusqu'en Europe. Et ce reportage n'était pas sans danger, puisque je crois que vous avez été arrêté à plusieurs reprises. Oui, oui, évidemment, quand on travaille sur un sujet pareil et qu'on est au contact avec des marchands d'opium qui vendent des grosses quantités, avec des trafiquants ou sur les routes du trafic, effectivement, j'ai été assez inconscient en fait des risques que je prenais. Mais à certains moments, je pense qu'il y a une bonne étoile qui m'a sauvé, oui. Je crois que vous êtes même évadé pendant la guerre des talibans. À plusieurs reprises, parce que les talibans sont apparus en 95, fin 94 en Afghanistan, et puis dans les années qui ont suivi, ils ont alimenté la guerre civile, l'opposition avec le commandant Massoud notamment. Et donc j'ai beaucoup voyagé dans ce pays, et parfois je me suis trouvé coincé dans des endroits qu'ils étaient en train de prendre ou qui étaient pendant des offensives, soit d'un côté, soit de l'autre. Et parfois c'était un peu épique, oui. Et ça aurait pu mal finir. Oui, ça aurait pu mal finir, mais que dire par rapport à la façon dont ce pays est aujourd'hui plongé dans un tel désastre, un tel marasme. Mon histoire n'a aucune importance par rapport à la tragédie que vit ce pays depuis 40 ans. Oui, mais votre histoire, il y a eu un livre qui a été préfacé par Larry Collins, qui était le complice de Dominique Lapierre, notamment depuis le premier livre Paris brûle-t-il, qui était un best-seller. Ça c'est un de mes grands maîtres de journalisme. Moi depuis mon premier reportage, j'ai assumé la subjectivité du regard qu'un journaliste porte sur le sujet sur lequel il traite. Et j'ai eu la chance de rencontrer Larry Collins en 1994, et il cherchait à ce moment-là un jeune journaliste qu'il aurait pu envoyer sur tous les terrains un peu chauds, notamment d'Afghanistan.
Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à devenir spécialiste de la culture d'opium, parce qu'il cherchait quelqu'un pour aller dans les champs de pavots à sa place. Et il m'a pris sous son aile et il m'a fait bosser en Afghanistan, au Pakistan. Je voulais aller en Iran pour lui, mais il m'a dit non, tu ne vas pas en Iran pour moi, mais j'y suis quand même allé. Et je lui ai remis ce qu'on appelle de la matière en fait pour un de ses romans qui prenait comme toile de fond le trafic d'opium et d'héroïne. Et on est resté amis jusqu'à sa mort. Et c'est quelqu'un qui m'a profondément inspiré déjà par sa carrière d'auteur. Et je pense que les romans qu'il a écrits avec Dominique Lapierre sont des romans historiques qui sont pour moi le summum de ce que peut être un journalisme réussi, c'est-à-dire un texte qui vous parle à vous, qui vous touche, qui vous émeut, mais qui vous raconte la grande histoire aussi, avec les petites histoires. La création de l'État d'Israël au Jérusalem, l'indépendance de l'Inde, Paris brûle-t-il, qui raconte la libération de Paris, ce sont des grandes fresques historiques où tout est vrai. Chaque personnage qui intervient dans ces livres est une personne qui a réellement existé, qu'elle soit ministre ou qu'elle soit anonyme dans la rue. Et ça donne une capacité de transmettre des moments importants de l'histoire au grand public. Alors ce métier de reporter de guerre, Stéphane Alix, vous l'avez débuté à 19 ans et clandestinement. En rejoignant un groupe de moudjahidines qui se battaient contre l'occupant soviétique en Afghanistan. J'avais cette obsession de vouloir devenir reporter de guerre. Et parmi les obsessions d'adolescence, il y avait celle de vouloir absolument le faire avant d'avoir 20 ans. Et donc, 6 mois avant mon 20e anniversaire, j'ai pris quelques conseils auprès de certains grands reporters des hebdomadaires français. Et je suis parti dans les filières clandestines pour rejoindre le maquis afghan à partir du Pakistan. Et j'ai passé plusieurs mois dans le maquis avec un groupe de combattants. Ça a été un voyage pour moi profondément instructif, transformateur. Enfin, j'étais un gamin. J'étais un gamin. Les journalistes, les moudjahidines qui m'ont pris avec eux ont eu l'air de croire que j'étais journaliste alors que j'avais aucune formation, et j'ai fait un de mes premiers reportages qui a été effectivement très marquant. Mais il faut avoir beaucoup de culot pour partir clandestinement et sans prévenir personne, à commencer par ses parents. De l'inconscience, j'étais très inconscient, mais en même temps à cette époque-là mais je fonctionnais comme je fonctionne toujours, c'est-à-dire je suivais peut-être mon intuition ou des envies ou un instinct. Moi je voulais faire ce métier, je viens d'une famille de l'écrit. Mon père était professeur en Hippocane, extrêmement cultivé, historien, géographe aussi. Donc il m'a nourri à la fois de la passion de cette planète et aussi de la passion des grands textes. Et donc, est-ce que c'est pour suivre ces traces que j'ai voulu devenir journaliste? Peut-être, mais j'y ai trouvé aussi mon bonheur. Et c'est un métier formidable. C'est un des plus beaux métiers du monde pour moi, parce on est des passerelles. On est des passerelles entre des gens différents, entre des situations différentes. Cette planète, elle est constituée de 1000 altérités. Et les politiques, les enjeux sociétaux font qu'on a envie de gommer ces différences pour essayer d'avoir un monde uniforme. Mais cette altérité, elle existe. Et le métier de journaliste, c'est précisément d'aller rencontrer l'autre pour expliquer en quoi sa vision du monde est peut-être aussi légitime que la nôtre. Et vous êtes un cas totalement atypique, Stéphane Alix, parce qu'en général, un journaliste, il débute dans une rédaction en portant les cafés, voire les dépêches, et là, vous démarrez carrément à l'autre bout du monde. J'ai toujours été très autodidacte, j'ai pas passé de bac non plus, j'ai quitté la scolarité très jeune, et voilà, j'ai aucune critique à émettre à l'encontre des écoles de journalisme, parce que si j'en avais fait une, j'aurais peut-être appris plus rapidement à composer un texte, à faire des photos qui soient nettes. Mais voilà, moi j'ai appris tout sur le terrain, et je pense que ce que j'ai appris en Afghanistan au contact de ces moudjahidines a été profondément marquant et a inscrit en moi une sorte de méthodologie et de rigueur qui m'habite encore aujourd'hui, plus de 35 ans après. Vous avez passé ces mois à prendre des notes, à faire des photos en totale liberté, parce qu'à l'époque c'était pas évident de faire ça, même pour un jeune journaliste. Oui, à l'époque, la seule façon d'entrer clandestinement en Afghanistan était de rejoindre un groupe de moudjahidines. Donc, ils vous prenaient en charge de A à Z. Et je suis resté avec eux dans leurs différents camps pendant plusieurs mois. Et j'avais effectivement une liberté totale dans le cadre du groupe avec lequel j'étais. Je ne pouvais pas leur fausser compagnie pour aller me promener à droite à gauche. Il fallait que je reste quand même avec ce groupe de combattants.
Et les premiers reporters de guerre, pour votre information, c'était des correspondants pendant la guerre de Corée, entre 50 et 53. Ensuite, il y a eu le Vietnam, où les journalistes pouvaient se promener partout parce que c'était pas vraiment une guerre, c'était une guerre, mais en même temps, les liaisons certaines liaisons étaient établies. Et la difficulté, c'était de la communication, la barrière de la langue. Comment vous avez résolu ces problèmes ? Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à pouvoir parler un petit peu en farsi, c'est-à-dire le persan afghan, parce que le groupe dans lequel j'étais parlait majoritairement cette langue. Donc vous savez, à ma grande surprise, je pensais que la guerre, c'était un peu comme dans les films. Et puis une fois sur place, je m'aperçois que c'est beaucoup de moments où on fait rien, où on patiente, où on s'ennuie même. Et puis il y a certains moments, en pleine nuit ou au moment d'une attaque, là tout d'un coup il y a une intensité folle parce qu'il y a un danger immédiat, il y a la mort qui est là. Et puis hop, on replonge dans une forme d'ennui. Donc pendant ces longues journées où j'avais strictement rien d'autre à faire que d'attendre le temps qui passe, je questionnais des moudjahidines pour leur dire tiens, comment on dit ça en farsi, comment on dit ça en farsi, comment on dit ça en farsi. Et au bout de quelques semaines, j'étais capable d'avoir quelques bases de conversation. Donc j'écrivais beaucoup aussi, je prenais des notes, j'apprenais le métier en fait. Avec l'espoir de le faire. Avec l'espoir de faire ce métier. Mais bien sûr, mais ça m'a jamais quitté, c'était pour moi une évidence. Mais c'était pas évident parce que faire ce reportage, ensuite, fallait le vendre. Oui, j'ai eu la chance d'être un des seuls journalistes à ce moment-là à pouvoir entrer clandestinement dans Kaboul, qui était à l'époque occupé par les soviétiques. Aucun journaliste, les journalistes en général allaient dans le maquis puis restaient dans le maquis, mais moi, pour des raisons que j'ignore, j'ai réussi à contacter un groupe qui, eux, avait un réseau clandestin dans Kaboul même. Donc ils m'ont fait entrer dans la ville, ça a été une expérience assez folle, et ça a été le petit point d'intérêt qui fait que mon premier article a pu être publié dans l'événement du jeudi, par un rédacteur en chef qui m'a fait confiance, qui s'appelle Bernard Poulet, qui était responsable du service monde de l'événement du jeudi, qui est l'ancêtre de Marianne. Et voilà. Et puis ce premier article, on a appelé un deuxième. Et puis c'est un long et patient travail d'apprentissage, mais qui a, quand j'ai publié mon premier article dans Le Monde, après 2 ans et demi d'exercice en tant qu'indépendant, mon père a lu ce c'était un petit entrefilet, hein, c'était pas un grand papier. Mon père a vu l'article, on m'a dit ça, t'as pas eu ton bac, t'as pas passé ton bac, mais c'est pas grave quand je vois ce que tu nous amènes maintenant aujourd'hui. Et ben voilà. Et il y a eu d'autres événements plus ou moins heureux. Il y en a un qui a aussi marqué votre vie, c'est le 12 avril 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Alix. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Stéphane Alix, auteur de La mort n'existe pas, un best-seller chez HarperCollins. Alors on a évoqué au début le journalisme clandestin, et puis le 12 avril 2001, cette vie de reporter de guerre s'est arrêtée, parce que ce jour-là, je crois que votre frère est mort dans un accident de voiture, et que ça vous a marqué à vie, Stéphane Alix. Oui, on était en Afghanistan, mes frères et une équipe française travaillait avec moi dans le pays à cette époque-là. C'était encore du temps de la présence des talibans, 6 mois avant le 11 septembre. Et en partant sur un site à quelques centaines de kilomètres au sud de Kaboul, à 2 voitures, la voiture qui me suivait, dans laquelle était mon frère, un autre Français et 2 Afghans, a eu un accident et les 4 occupants sont décédés. Ça a été évidemment un moment complètement inattendu, complètement bouleversant. Qui, d'une certaine manière, chez moi, a réveillé la nécessité de ne plus me rendormir. Je ne sais pas comment formuler ça, mais j'ai eu, comme sans doute beaucoup d'adolescents, dans ces premières années de vie, des grandes questions existentielles. Qu'est-ce qu'on fait là, etc. Et puis ces questions, on les remet sous le tapis parce qu'on a quand même autre chose à faire. Il faut bosser, il faut gagner sa vie. Donc c'est ce que j'ai fait, moi, en devenant journaliste. Et puis voilà, la mort de Thomas, il a 30 ans quand il est tué dans cet accident. Moi, je suis avec lui, je suis présent. Moi, j'ai 32 ans. Et là, tout d'un coup, je m'en aperçois pas sur le moment, mais je m'en aperçois dans les mois qui suivent. Je peux pas revenir dans ma vie d'avant et continuer comme si de rien n'était, comme si il s'était rien passé. Il était avec vous sur le terrain, votre frère ? Oui, mes 2 frères travaillaient avec moi. C'était une mission pour la Société des explorateurs français à Kaboul qui s'intéressait au patrimoine archéologique afghan, parce que le patrimoine afghan est absolument formidable. Et on était dans cette période en Afghanistan où les talibans ont détruit les 2 Bouddhas, 2 statues géantes de Bouddha qui étaient dans la vallée de Bamiyan. Je ne sais pas si certains auditeurs s'en souviennent. Ça avait été un cataclysme. Et on devait être à Bamiyan, on devait travailler sur ces sites.
Donc la période était extrêmement compliquée et la mort de Thomas est intervenue dans ce contexte-là qui a été comme vous l'avez souligné, évidemment bouleversant. Oui, et en même temps, vous avez fait votre travail, car je crois qu'en quelques années de journalisme, vous avez fait pratiquement le tour du monde. Vous avez été en Iran, au Pakistan, en Asie centrale, dans le Caucase, en Europe, aux États-Unis. Vous avez été partout comme reporter. Ça, c'était ma vie d'avant, oui, en tant que reporter. Avant cet accident. Effectivement, j'ai travaillé sur des questions de terrorisme, sur des questions internationales, j'ai travaillé sur le trafic de drogue, comme vous le soulignez, le trafic d'héroïne. Ça a été l'objet de mon premier livre, donc effectivement, j'ai beaucoup sillonné le monde et j'ai acquis, je pense, une expérience assez solide qui me permettait de décrypter des situations un peu complexes où l'émotionnel joue beaucoup. Vous savez, les sujets de guerre, je crois que on attribue cette phrase à Rudyard Kipling, mais je crois que c'est pas lui qui l'a dit, mais peu importe. La première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et je pense que dans les contextes comme ceux qu'on traverse aujourd'hui, la vérité est un objet précieux qui est noyé sous les avalanches d'émotions, de réactions et d'intérêts politiques qui se manifestent. Donc le travail de journaliste, c'est précisément d'essayer de s'éloigner de cette émotivité, de ces réactions spontanées, pour aller au cœur, et essayer de trouver une petite vérité un peu plus subtile, délicate. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années sur ces sujets complexes. Et vous êtes devenu du pain béni pour les directeurs de journaux parce que vous alliez dans des pays où personne n'allait, Stéphane Alix. Oh non, disons que j'y allais plus longtemps que d'autres. Oui. Mais non, à l'Afghanistan, il y avait des très grands journalistes. Je pense à François Chipot au Monde, à Bruno Philippe au Monde également, à Patrick de Saint-Exupéry au Figaro. Il y avait des grands journalistes qui venaient passer beaucoup de temps et qui connaissaient très bien ces sujets-là. Moi, disons que j'y passais beaucoup de temps, parce qu'en tant qu'indépendant, il était nécessaire que je puisse passer plus de temps dans ces endroits pour ramener quelque chose que d'autres n'auraient pas pu ramener. Mais vous avez vécu quand même des moments historiques, par exemple la révolution du parti du Congrès népalais à Katmandou. Là, vous étiez au cœur de l'affaire. Oui, c'était étonnant parce que cette révolution était menée dans la clandestinité, mais en même temps au cœur de Katmandou. Il y avait des milliers de manifestants et de participants. Il y avait le représentant du Parti du Congrès indien qui était présent aussi à Katmandou, qui s'appelait Chandrasekhar et qui est devenu Premier ministre indien l'année suivante, que j'ai retrouvé à Delhi l'année suivante alors qu'il était Premier ministre. Oui, mais vous savez, des fois c'est étonnant, on se retrouve propulsé sur des endroits, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est le destin, le hasard? Je ne sais pas qui est à la manœuvre, mais pareil, j'ai eu le désir de m'intéresser à la cause tibétaine et d'interviewer le Dalai Lama. Oui, ça on va en parler tout à l'heure. Il se trouve que je l'ai interviewé au moment où il est devenu prix Nobel de la paix. Le hasard faisait bien les choses. Oui, et vous avez aussi vécu en direct, je crois, le retour de la démocratie à Madagascar en février 1993. Oui, ça fait partie des nombreux reportages effectivement que j'ai fait. Vous citez l'Afrique. Effectivement, j'ai travaillé aussi dans la Corne de l'Afrique, en Somalie, sur la famine tragique qui a motivé l'intervention américaine il y a ça presque 30 ans. Oui, j'ai fait mon boulot d'être un peu les yeux, un regard porté sur le monde. Et l'Afrique, justement, à l'époque, les gens, ils n'en parlaient pas. C'était les artistes qui en parlaient, comme celui-ci. Daniel Balavoine Laziza, c'est vrai qu'il a été le premier à défendre l'Afrique et la famine en Afrique. Malheureusement, il est mort et c'est France Gall et Michel Berger qui ont repris le flambeau ensuite. C'est vrai qu'à l'époque, on en parlait avec une certaine élite, mais le sujet n'était pas toujours abordé avec autant de précision que vous par les journalistes. Ce qui est compliqué, c'est que la famine, dans l'inconscient collectif, on associe ça à une forme de fatalité de la nature, parce qu'il y a de la sécheresse ou des circonstances naturelles qui vont aggraver une situation. Or, les famines aujourd'hui, et ce depuis des décennies, elles sont politiques. Aucune famine, aucun endroit sur Terre n'est susceptible de plonger dans la famine sans qu'il n'y ait un déclencheur humain à l'origine. Et donc, je pense que ce qu'ont mis en avant Balavoine et les personnes qui étaient
porter le regard sur ce qui se passait en Éthiopie puis en Somalie après coup, c'est de montrer justement la déliquescence d'un pouvoir, les abus des pouvoirs qui conduisent une partie de la population à ne plus avoir accès aux capacités de cultiver et de se nourrir. Mais il n'y a pas de famine naturelle. Ça, c'est aussi quelque chose que mon père, géographe, m'avait permis de comprendre et de mettre en évidence. Les familles sont politiques, sont des comment dirais-je, des outils dans les mains de politiciens qui servent leur intérêt. Voilà. Et puis, vous avez, en tant que journaliste indépendant, travaillé pour Le Monde, pour Arte, pour Canal+. C'était pas évident à chaque fois. Les journalistes ont leur petit bureau, leur journal, leur télévision. Vous, à chaque fois, il fallait trouver le boulot. Ben, c'est ça qui est difficile dans le métier de journaliste indépendant. C'est qu'il faut à chaque fois essayer d'aller convaincre un rédacteur en chef non seulement de vous faire travailler sur le sujet, chose que doit aussi faire un journaliste dans une rédaction, mais en plus de vous payer pour le faire. Donc effectivement, ça demandait beaucoup d'énergie. Je me souviens d'un conflit que je voulais absolument couvrir, qui a été le conflit au Cachemire en 1999, qui a opposé l'Inde et le Pakistan, dans une région très très haute montagne. Il m'a fallu 4 mois avant de réussir à convaincre un rédacteur en chef de m'envoyer là-bas pour faire un reportage. Donc effectivement, parfois c'est dur parce que je suis l'actualité, je suis sensible au mouvement du monde, je suis sensible à la souffrance de ce qui peut se passer à droite à gauche, mais je dois être suffisamment convaincant pour motiver qu'un rédacteur en chef m'envoie, me paye pour aller faire ce reportage. Donc parfois ça a été un peu compliqué, effectivement. Et surtout que ce reportage, quand on commence à le faire, il faut des contacts, il faut parler la langue, il y a plein de points à régler avant de partir. Oui, mais c'est pour ça que je me suis concentré sur cette zone Asie centrale, que, à force de voyager, à force d'arpenter, je commence à bien connaître. Donc, à partir d'un certain moment, voilà, des terrains me deviennent familiers. Il est plus facile de faire un reportage. Je connais mes interlocuteurs, je sais comment les trouver, plutôt que de partir sur un terrain complètement vierge. En tant qu'indépendant, je me suis effectivement spécialisé sur certaines zones pour pouvoir être plus opérationnel. Et en un temps où la communication n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Les portables, les satellites, ça n'existait pas. Stéphane Alix. Ni téléphone portable, ni ordinateur portable. Effectivement, on avait quelques téléphones satellites. J'ai commencé à en avoir dans une mission que j'avais montée en 1998, mais avant, rien du tout. Donc c'était à la fois compliqué. Les pellicules, il fallait les développer soi-même et les envoyer par des moyens techniques un peu complexes. Mais c'était bien aussi cette liberté où on n'avait pas de téléphone, rien du tout. On pouvait Moi, j'ai pu m'oublier dans certaines vallées d'Afghanistan où tout d'un coup, je changeais de siècle presque. Alors que si j'avais eu un téléphone portable à l'époque, j'aurais pu envoyer de mes nouvelles, en recevoir. Il y a quelque chose de beau dans cette aventure d'autrefois, où on ne pouvait pas facilement communiquer comme on le communique aujourd'hui. Et vous avez continué à faire beaucoup d'autres choses. Et il y a une date importante aussi pour vous. C'est le 6 avril 2007. À tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Alix. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Stéphane Alix. Nous en parlons déjà puisque certains éléments qu'on a évoqués sont dans ce livre. La mort n'existe pas chez HarperCollins. 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité. Et puis, il y a une date importante dans votre vie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le 6 avril 2007, votre deuxième rencontre avec le 17e Karmapa. Alors, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que le Karmapa, c'est une sorte de Dalai Lama. Oui, voilà, tout le monde a entendu parler une fois ou deux du Dalai Lama. Oui. Le bouddhisme tibétain est composé de différents grands maîtres comme ça qui chapeautent les différentes écoles de cette philosophie. Et le Karmapa est le chef d'une des écoles du bouddhisme tibétain. Il est aussi un personnage important dans l'organisation politique de la communauté tibétaine parce que c'est lui qui reconnaît les grands tulkus. Un tulku dans le bouddhisme tibétain, c'est un lama réincarné que l'on va reconnaître comme étant la réincarnation d'un maître antérieur. Et donc, a priori, comme ce Karmapa est assez jeune, c'est probablement lui qui sera aussi en charge de reconnaître le prochain Dalai Lama, quand le Dalai Lama actuel mourra et se réincarnera, selon les croyances des bouddhistes. Je crois qu'il a débuté à 14 ans dans cet univers. Il a été reconnu même bien plus jeune, mais il s'est échappé du Tibet. C'était en fait la plus haute autorité du bouddhisme tibétain qui était encore sur le sol occupé du Tibet. Et à l'âge de 14 ans, au passage de l'an 2000, il a faussé compagnie aux gardes chinois et il est réapparu en Inde quelques semaines après. Ça a créé une crise diplomatique assez importante entre l'Inde et le Pakistan.
entre l'Inde et la Chine, pardon. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé faire un reportage sur lui. C'était pour Arte Info à l'époque. J'avais pas du tout un intérêt pour le bouddhisme ou pour les questions spirituelles. C'était vraiment l'aspect politique de cette crise qui m'intéressait. Et c'est la raison qui fait que je l'ai rencontré. Mais cette rencontre, effectivement, était profondément déstabilisante. Oui, c'est au monastère de Guito, à Sidbari, c'est où il résidait. C'est ça, il était au secret, parce que voilà, la crise diplomatique étant magistrale, les Indiens ne voulaient pas qu'il s'exprime, qu'il rencontre de journalistes. Mais par un concours de circonstances, j'ai réussi à avoir accès à lui. Et moi, j'ai commencé cette interview comme une interview normale. C'est-à-dire, je pose des questions sur qui il est, d'où il vient, pourquoi il a décidé de s'échapper du Tibet. Et à ma grande surprise, il ne répond pas du tout à mes questions. Il répond même complètement à côté. Et en même temps, il commence à me parler d'une croyance, notamment dans le bouddhisme, qui est de dire que la réalité, notre univers, est peuplé d'autres intelligences, et peut-être d'autres intelligences sur d'autres planètes. Sauf qu'il me parle de ça, alors que moi, je lui pose des questions politiques, donc j'ai l'impression qu'il se moque de moi. Et en même temps, je sens qu'il me dit pas ça comme pour jouer. C'est pas un rocker un petit peu farfelu qui est en train de plaisanter. C'est quelqu'un qui est un maître spirituel, enfin pour les bouddhistes en tout cas. Et du coup, ça me déstabilise énormément, et ça met dans ma tête une petite graine qui dit... je ne sais pas trop ce que ça dit d'ailleurs, mais ça laisse entendre que peut-être que je ne sais pas tout, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à découvrir, peut-être que les questions que je pense être relevant du domaine du paranormal peuvent avoir un abord autre que celui du rejet définitif. Mais il me dit ça à un moment où dans ma vie, je n'ai aucune raison particulière de m'intéresser à ça. Ça n'est qu'avec la mort de mon frère l'année suivante que tout d'un coup, des grandes questions existentielles se posent, la vie après la mort, enfin toutes ces questions, est-ce qu'elles se posent? Et peut-être que cette rencontre avec le Karmapa, ce jour-là, plutôt que de m'avoir métamorphosé en croyant en bouddhiste, ce qui n'a pas été du tout le cas, a juste placé dans ma tête l'idée qu'il y a peut-être d'autres moyens d'aborder les grandes questions que l'humanité se pose, et qu'il faut que je m'y mette maintenant, quoi. Mais pourquoi vous a-t-il raconté tout ça alors que vous étiez venu pour poser des questions plus classiques, Stéphane Alix? Ah bah ça, faudra lui demander, Jacques, j'en sais rien du tout. Mais il n'a jamais répondu à vos questions classiques. Je lui ai posé la question 7 ans après, parce que je suis repassé par l'Inde à ce moment-là, et je suis allé le voir, assez prétentieux de ma part d'ailleurs. Je lui ai dit, vous vous souvenez sans doute pas, mais il y a 7 ans, vous m'avez dit qu'il serait intéressant de s'intéresser à tel sujet. Pourquoi vous avez fait ça? Et il m'a regardé en me disant, mais je m'en souviens absolument pas, mais manifestement, ça vous a réussi. Voilà, il s'en est sorti avec cette pirouette. Il faut savoir que les moines de Guito sont célèbres pour leurs concerts où ils respectent la tradition du chant diphonique, c'est-à-dire ceci. Et cet enregistrement est célèbre en Occident depuis la publication de l'enregistrement en 1978 aux États-Unis, qui a été un triomphe. Ne me demandez pas pourquoi. C'est peut-être pas facile à écouter à la radio, mais ça existe, ces enregistrements. Ah, mais c'est très impressionnant. Les chants des moines de Goethe, ils ont une voix extrêmement basse. Et ça fait presque vibrer votre corps d'entendre cette musique. Mais c'est un peu comme les chants grégoriens, avec cette tessiture très, très marquée. Je recommande à nos auditeurs d'écouter effectivement ces enregistrements. Alors, le Dalai Lama, vous l'avez rencontré aussi, Stéphane Alix, à vos débuts, quand le peuple tibétain résistait à l'invasion chinoise. Je l'ai rencontré en 1989, au moment où il a été nommé pour le prix Nobel de la paix. J'ai eu la chance de l'interviewer une première fois en novembre 89 à Dharamsala, dans l'endroit où il réside, dans le nord de l'Inde. Ça a été un moment marquant pour moi, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que cet homme est une figure mondialement connue aujourd'hui du bouddhisme tibétain, de la non-violence, mais paradoxalement, c'est pas du tout ce qui m'intéressait quand je l'ai rencontré, parce que en tant que Dalai Lama, il est à la fois leader spirituel, mais il est aussi leader politique. Donc leader politique d'une nation qui a été envahie par la Chine à la fin des années 40, et il a eu une réponse de moine, la non-violence qu'on lui connaît, mais il a eu aussi une réponse politique, et c'est ça qui m'intéressait. Et moi, je m'intéressais notamment à, vous voyez, mon esprit fouineur, notamment à la CIA, qui a été impliquée dans la résistance armée que les Tibétains ont menée contre les Chinois dans les années 50. J'avais fait un article dans Actuel, une grande enquête sur le sujet à l'époque. Voilà, parce que j'insiste sur ce point, parce que je suis pas du tout... je n'étais pas du tout à l'époque quelqu'un versé dans la spiritualité, non pas que ça soit pas intéressant, mais ça ne m'intéressait pas moi.
d'être confronté à la dureté du monde, comme je l'avais été en Afghanistan, en Somalie ou ailleurs, a au contraire tué en moi toute envie d'aller m'intéresser à des trucs spirituels. Pour moi, la réalité du monde, c'était la violence de ces interactions, la violence de ces guerres, et les questions spirituelles relevaient d'une forme de croyance ou d'une forme de luxe de personnes qui n'a pas à survivre et à se nourrir quotidiennement. Oui, mais rencontrer le Dalai Lama, c'est pas évident. Comment on fait? Parce qu'il ne vous reçoit pas comme ça facilement. J'étais très patient. J'étais très patient. Je suis resté à Dharamsala de longues semaines. J'ai fait une demande d'interview. Et puis j'ai fini par l'obtenir. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile. Là c'était avant. Il a reçu son prix Nobel. Enfin il a été décoré du prix Nobel, mais il ne l'a reçu qu'en décembre. Moi j'étais là en novembre. Donc il n'y avait peut-être pas encore cette appétence médiatique qu'il a soulevée dans les années qu'on suivit. Aujourd'hui je pense que c'est absolument impossible d'avoir une interview comme ça au débeauté en débarquant à Dharamsala. À l'époque il avait 54 ans. Moi j'étais très jeune aussi. Et c'était beaucoup plus facile, sans doute. Et puis, ces rencontres avec le Dalai Lama, et surtout avec le Karmapa, vous ont ouvert aussi sur un autre sujet que connaissait bien Jean-Claude Bourré, et qu'il connaît toujours, c'est les extraterrestres. Car vous avez commencé, Stéphane Alix, à vous intéresser aux extraterrestres. C'était la suggestion de ce moine tibétain, de ce Karmapa, qui me dit que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qu'il y a d'autres intelligences. Et je ne vous cache pas que quand il m'en parle, ça ne fait rien bouger en moi parce que je trouve la question complètement farfelue. J'avais vaguement entendu parler effectivement du fait que Jean-Claude Bourré avait écrit des livres sur les ovnis, mais pour moi tout ça c'était des fadaises. Je m'étais jamais plongé dessus et je considérais a priori que c'était vraiment des fadaises. Et puis la mort de Thomas l'année suivante a vraiment bougé tellement de choses en moi que j'ai voulu vraiment marquer un tournant important dans ma vie et ne plus repartir sur des terrains de conflit en Irak ou d'autres. Je voulais m'intéresser à d'autres thématiques. Et la thématique de la vie dans l'univers, dans le cadre d'un documentaire sur lequel j'ai travaillé pour France 2, a été un point d'entrée dans le bizarre, dans l'extraordinaire, parce que j'ai commencé à travailler sur ce gros documentaire consacré à l'apparition de la vie dans l'univers, mais avec une vision d'extrabiologiste, donc complètement conventionnelle et complètement scientifique. Et je me suis dit, bon, je vais quand même lire un livre ou deux ou une ou deux études sur les ovnis. C'est des bêtises, c'est n'importe quoi, mais au moins j'aurais réglé le problème. Et en faisant cette démarche de m'intéresser à ce phénomène de façon ouverte, sans a priori, j'ai eu la stupéfaction de découvrir que c'était un sujet sérieux, qui ne pouvait pas être balayé d'un revers de la main, que le Centre national d'études spatiales, par exemple en France, avait un bureau dédié à l'étude de ces témoignages depuis 1977, que des grands chercheurs du CNRS et d'autres s'intéressaient à la question, qu'il y avait des milliers de témoignages, parfois des témoignages extrêmement documentés. En fait, ça a été, j'ai pas été stupéfait de découvrir les extraterrestres ou les petits hommes verts, j'ai été stupéfié de découvrir que le sujet pouvait être sérieux et pouvait être un sérieux objet d'étude. Mais quand Jean-Claude Bourré a débuté sur le sujet en 1974, à la télévision, il a eu le témoignage de Roland Lavaux qui avait vu un ovni, qui avait pu le filmer, et on voyait des extraits au ralenti et des photos, et ces documents ont été retenus par un rapport d'une commission Condon aux États-Unis, et à l'heure actuelle, ils continuent à être étudiés. Oui, d'ailleurs, il y a quelques mois de ça, le Pentagone a à nouveau fait des révélations en actant du fait qu'ils avaient un service d'enquête sur le phénomène, que l'armée américaine a libéré la diffusion d'images prises par des pilotes militaires de ces avions. Le phénomène est une réalité. Voilà. Il était très farfelu du temps de Jean-Claude Bourré. Je crois que Jean-Claude a eu à faire face à beaucoup de colibets et beaucoup de moqueries. Mais ce sujet est parfaitement sérieux. Et aujourd'hui, des institutions qu'on ne peut pas tellement taxer de rigolo, le Pentagone, reconnaît que le phénomène est non seulement réel, qu'il ne peut pas être réduit à des phénomènes naturels ou à un ballon chinois ou à un vaisseau russe secret. Il y a vraiment un phénomène exogène qui a des comportements, des caractéristiques de vol qui ne peuvent pas s'expliquer par un phénomène naturel. C'est vertigineux quand même. Oui, et vous avez d'ailleurs cofondé l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, qui est la suite logique de toutes ces constatations. Effectivement, parce qu'après m'être intéressé à ce phénomène spécifique qui est le phénomène OVNI, j'ai ouvert mon éventail de curiosité à l'ensemble de ces phénomènes extraordinaires qui sont vécus par tout un chacun dans notre société. Ça va des expériences de mort imminente, vous savez, les gens qui ont un accident de voiture, qui voient un tunnel, aux expériences de fantômes, enfin toutes ces expériences qu'on classe improprement sous le vocable surnaturel ou paranormal.
Il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup d'histoires à dormir debout, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vivent des choses de façon très marquante, qui sont sincères, qui sont sincèrement éprouvés par ces expériences. Donc mon objectif à l'époque de la création de l'INRES, c'était de rassembler les meilleures personnes qu'on pourrait aller voir pour investiguer sur ces histoires de fous. Les psys. Voilà, notre réaction spontanée quand notre voisin nous dit « Ah, j'ai vu un ovni » ou alors notre voisine nous dit « Ah, j'ai vu un fantôme », etc. C'est dire ouais, ils doivent avoir rêvé, ils ont confondu ou alors ils sont un peu toc-toc, ils sont un peu maboule dans leur tête. Allons demander aux psys ce qu'ils en pensent. Et quand vous faites ça, vous apercevez que les psys qui ont travaillé sur ces expériences extraordinaires, sur ces témoignages, vous disent en fait, on est dans complètement autre chose. On n'est pas dans de la folie, on n'est pas dans du délire. Les témoins sont sincères. Il y a vraiment autour de nous des millions de gens qui vivent des choses qui restent inexpliquées aujourd'hui. Et que vous avez évoqué dans une série, je crois, de 12 films qui s'appelait Les Expériences extraordinaires sur M6. Enquête extraordinaire sur M6, effectivement, en 2010 et 2013. Qui est une série documentaire sur tous ces phénomènes autour de la mort, les phénomènes de sixième sens, le phénomène ovni, etc. Mon objectif, et là où je suis extrêmement fier d'avoir travaillé pour M6, c'est que j'ai eu une confiance totale de la direction pour justement faire un travail d'enquête sérieux et ouvert. Parce que souvent, on le voit dans la presse, malheureusement, quand on s'intéresse à ces phénomènes, soit on a un a priori positif et on n'a pas beaucoup de discernement, soit on a un a priori négatif et on rejette tout sans examen, sans rien. Moi, j'ai dit à M6, ces sujets sont sérieux, il y a des scientifiques qui travaillent dessus. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un grand état des lieux de ce que l'on peut dire ou ne pas dire sur ces phénomènes? Et ils m'ont dit banco, et ils m'ont laissé une liberté totale, et ça a donné ces séries de 12 films. Et c'est le point de départ d'une autre activité, d'autres livres, notamment celui qu'on va évoquer, qui est sorti le 4 octobre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Alix. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Stéphane Alix. On a évoqué vos débuts de journaliste, votre carrière de reporter de guerre, tout ce qui s'est passé dans le monde entier et les extraterrestres également. Et puis, il y a un livre qui est sorti le 4 octobre 2023 et qui est un best-seller, La mort n'existe pas, c'est-à-dire que l'au-delà vous passionne, vous l'avez évoqué, on a expliqué pourquoi, mais là, vous avez consacré à ce livre à un sujet très important, la mort n'existe pas, et ce livre, il y a un témoin à qui vous dédiez ce livre, à qui vous le racontez, c'est votre fille. C'est ma fille, parce qu'effectivement, comme vous l'avez évoqué, la mort est entrée dans ma vie au moment de la mort de mon frère, il y a 22 ans de ça. Ça a été bouleversant pour moi, évidemment, mais également aussi pour ma famille. Ma fille avait à l'époque 3 ans. Et je me suis aperçu que la mort, l'interrogation que ça soulève est quelque chose qui a accompagné Luna toute son existence. Et à la différence peut-être d'autres familles, dans la mienne, je n'ai jamais refusé qu'on aborde ce sujet-là. Je lui ai partagé mes découvertes. J'ai commencé à m'intéresser à ces expériences extraordinaires qu'il y a autour de la mort, les expériences de mort imminente et autres. Je lui en ai parlé. J'étais pas envahissant avec ça au quotidien, mais disons que quand elle avait des questions, elle pouvait les poser. Et je me suis aperçu au fil du temps combien ne pas mettre ce sujet sous le tapis, ne pas en faire un objet de déni, mais de faire un objet de partage normal au sein d'une famille pouvait être apaisant et à participer aussi à son évolution. Et vous êtes parti du principe qu'il y a une vie après la vie, et finalement ce sujet avant était réservé au monde religieux, Stéphane Alix. Ah, je ne suis pas parti du principe. J'ai fait mon boulot d'enquêteur. Voilà. Et ce livre-là, c'est vraiment une synthèse objective. Vous savez, tout le monde va vous dire « Ouais, mais attendez, votre invité, là, il n'a pas la preuve. » Mais c'est une méconnaissance de ce qu'est une preuve scientifique. Une preuve scientifique, déjà, ça s'applique en mathématiques, ça ne s'applique pas aux autres domaines. Dans les domaines comme l'astrophysique, les neurosciences, on ne parle pas de preuves, on parle d'éléments de preuve. Et c'est très différent. Et un élément de preuve, c'est quoi? C'est un élément les résultats d'analyse d'un phénomène qui permettent de vous donner une plus grande confiance de la réalité de ce phénomène. Donc, autour des expériences de mort imminente, des contacts avec des défunts, de la médiumnité, de tous ces sujets qui laissent à penser que la mort est plutôt un passage entre deux réalités qu'une fin abrupte. Sur toutes ces questions-là, on a aujourd'hui des éléments de preuve qui permettent à une partie de la communauté scientifique de dire la conscience n'est pas réductible à l'activité de notre cerveau et quand on meurt, notre conscience ne meurt pas. Alors, votre expérience et les preuves de tout ça, votre enquête, elle a vraiment débuté en Amazonie à partir de 2006, Stéphane Alix.
Non, là, je vais vous reprendre. Elle n'a pas débuté là. Elle a débuté vraiment bien avant, quand j'ai commencé à interroger les chercheurs, les neuroscientifiques qui t'intéressent à tous ces D'accord, mais phénomènes. ensuite en Amazonie, vous avez vécu des expériences. Et ensuite, en Amazonie, comme vous le soulignez, je suis allé moi-même vivre des expériences parce j'ai cette prétention de vouloir vivre ce dont je parle aussi. C'est peut-être mon atavisme de photographe. Vous savez, un journaliste, il peut traiter d'un sujet en restant à l'hôtel tranquillement, mais un photographe, il faut qu'il soit sur les lignes de front qu'il veut photographier. Moi, avec mes sujets et avec la mort, c'est pareil. Je voulais, quand un témoin de EMI me racontait qu'il était sorti de son corps et qu'il avait vu la situation depuis le dessus, et que je pouvais, grâce aux recherches, attester qu'il était vraiment sorti de son corps, que c'était pas un rêve, que c'était pas de l'imagination, je me disais, qu'est-ce qui pourrait, moi, me permettre de vivre cette expérience-là pour être vraiment sûr ? Alors malheureusement, j'ai trouvé aucun médecin qui a accepté de m'induire un arrêt cardiaque. Bon, tant mieux, vous me direz. Éthiquement, c'est mieux. Mais voilà, au-delà de la plaisanterie, j'avais vraiment envie de vivre cette expérience-là. J'avais aussi vraiment envie de pouvoir aller dans ce monde des esprits qui est décrit par tous ces expérienceurs. Et il se trouve que les chamans, le chamanisme étant la plus vieille spiritualité de l'humanité, est basé précisément sur cette capacité qu'ont les chamans à aller dans ce monde des esprits. Donc moi, je me dis, ok, j'ai peut-être mes idées là-dessus, j'ai peut-être des idées préconçues, je pense peut-être que tout ça, ce sont des fadaises et de l'imagination. Je vais aller tester, je suis suffisamment grand et solide pour me faire ma propre opinion. Donc je suis parti en Amazonie, j'ai participé à des cérémonies, et là, effectivement, les choses ont commencé à devenir bouleversantes, parce que c'est un autre monde qui m'est apparu. Oui, parce que d'abord, pour participer à ces cérémonies, il faut suivre un certain nombre de rituels, et puis il y a des drogues. Et ces drogues, vous qui avez beaucoup travaillé sur la drogue sans en prendre, là, il a fallu passer le cap, Stéphane Alix. Oui, mais il s'agit pas du tout de la même substance. Effectivement, on a classé les substances qui sont utilisées par les chamans pour induire des états modifiés de conscience comme des drogues. Comme si elles avaient quelque chose à voir avec l'héroïne ou la cocaïne sur lequel j'avais travaillé auparavant. Ça a radicalement rien à voir. Les substances qui sont utilisées par les chamans sont utilisées aujourd'hui notamment par des psychothérapeutes et font l'objet d'études médicales qui montrent leur intérêt colossal pour la psychothérapie, dans les problèmes comme l'addiction, la dépression. Donc on est à des années-lumière de l'héroïne, par exemple, qui est un produit absolument détestable. Donc les substances psychédéliques, et notamment la DMT qui est dans l'ayahuasca, qui est consommée par les chamans amazoniens, est une substance qui commence à être à nouveau légalisée dans certains États américains, en Australie, en Europe, dans certains pays, pour justement l'usage thérapeutique. Donc c'est ça qui m'a aussi conforté dans l'idée que je pouvais, moi, faire cette expérience, et que ça n'avait strictement rien à voir avec les toxicomanes que j'avais pu voir dans les bidonvilles de Peshawar, et qu'on était dans quelque chose de complètement différent. L'ayahuasca, par exemple, est considéré effectivement en Europe, était interdit à l'usage comme une drogue, mais est considéré par les autorités péruviennes comme patrimoine de la nation. Donc vous voyez, rien que cette différence énorme d'appréciation de la même substance indique qu'il y a quand même des choses un petit peu plus subtiles à essayer d'aller chercher. Et il y avait une arrière-pensée, Stéphane Alix, derrière ce voyage en Amazonie, c'était revoir votre frère. Oui, c'est ça. Mais vous voyez, c'est mon petit côté Tintin, peut-être mon côté un peu naïf, mais je préfère être naïf et m'apercevoir de faire mes erreurs plutôt que de passer à côté d'une expérience qui aurait pu être bouleversante. Et quand les chamans prétendent communiquer avec le monde des esprits, quand ils prétendent, en induisant des états modifiés de conscience, aller dans ce monde des morts, je suis assez grand pour aller faire l'expérience moi-même, quoi. Et donc je l'ai tenté. Et je ne regrette pas de l'avoir tenté. Et vous racontez dans ce livre, effectivement, les conséquences de cette expérience avec des moments cauchemardesques, mais qui ont servi beaucoup ensuite. Alors, tout est parti, ces expériences de vie de l'après-vie, d'un livre de Raymond Moody que vous évoquez. Oui, ça a été le premier à populariser un phénomène qui a pris beaucoup plus d'ampleur depuis, qui est le phénomène des expériences de mort imminente, qu'on a évoqué un peu plus tôt. Il a publié ce livre au début des années 70 en publiant en fait des différents témoignages qu'il avait reçus de gens qui, au moment d'un arrêt cardiaque, plutôt que d'être inconscients comme on aurait dû s'y attendre, étaient non seulement plus conscients que d'habitude, mais avaient pu percevoir leur environnement. Et il a publié ce livre, et dans les semaines qui ont suivi la publication du livre, il a reçu une avalanche de courriers de tous les États-Unis, de témoins lui disant « mais j'ai vécu ce que vous décrivez, j'ai eu un accident de voiture, j'ai vécu ça, etc. etc. » Et ça a été le démarrage de programmes de recherche plus ambitieux sur ces phénomènes pour essayer de comprendre si ces expériences étaient produites par le cerveau, un cerveau en souffrance, en fin de vie, ou si au contraire elles n'avaient rien à voir avec ce qui se passe dans le cerveau. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais la conclusion de ces expériences et ces études, c'est de dire que ces expériences ne sont pas provoquées par le cerveau. C'est plutôt parce que le cerveau cesse de fonctionner qu'il y a quelque chose
qu'on va appeler notre conscience fondamentale, qui se réveille. D'ailleurs, les témoins d'expériences de mort imminente disent « j'ai l'impression de revenir dans le réel pendant cette expérience-là, comme si j'avais dormi toute ma vie, comme si j'avais été... » Mais vous voyez, c'est une idée qui est aussi vieille que l'humanité. Les philosophes de la Grèce antique, Platon en premier, parlait du voile qui recouvre la réalité. Nous vivons sous un voile. C'est précisément ce que disent ces expérienceurs de mort imminente. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que les expériences de mort imminente sont produites par une dégradation de l'activité cérébrale. Ce que font les psychédéliques, mais ce que fait aussi la méditation par exemple, c'est aussi changer notre activité cérébrale et faire baisser son activité dans certains réseaux. Donc ce que je suis allé tenter en Amazonie correspond d'une certaine manière à une expérience de mort imminente. Et ce que j'ai vu et ce que je raconte dans le livre est plus que bouleversant en fait. Oui, et d'autres personnes ont fait des expériences de sortir de leur corps, ce que vous avez tenté aussi. Et il y a quelqu'un, et on l'a totalement oublié, qui est un des premiers à avoir fait cette expérience. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Alors, je vous surprends, mais Paul Misraki, que le compositeur Tout va très bien, madame la marquise, a fait une expérience de mort imminente et de sortir de son corps à 29 ans. Il m'a raconté un jour qu'il était au-dessus de son corps, il ne savait pas s'il allait revenir dans le corps, et c'est lui qui a traduit en français, plus tard, le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Ah, je l'ignorais. Et il a été compositeur de chansons célèbres, de musique de films, et c'était une expérience qu'il n'a jamais oubliée. Et vous voyez, vous êtes en train de mettre en évidence ce que je dis à longueur de journée, c'est-à-dire que ces expériences extraordinaires, elles sont tout autour de nous. Elles font partie de notre réalité. Faites le test à un dîner avec des amis avec qui vous n'avez jamais parlé de ce sujet-là. Faites le test en posant une question: est-ce que l'un d'entre vous a vécu quelque chose d'étrange? Et vous allez être surpris de personnes que vous connaissez depuis peut-être 20 ans, 30 ans, qui vont tout d'un coup vous dire c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais maintenant que tu poses la question, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. L'extraordinaire, l'inexpliqué, il est autour de nous au quotidien. Et mon travail de journaliste, et ce que je raconte dans La mort n'existe pas, c'est précisément qu'on peut travailler en tant que journaliste, on peut travailler rationnellement sur ces sujets-là, et ce qu'on découvre est absolument prodigieux. Et il y a aussi l'origine de la conscience que vous évoquez. C'est le premier problème que je soulève dans le livre, c'est-à-dire qu'on a l'air de faire comme si la conscience était forcément liée à notre activité cérébrale, sous-entendu, on a un cerveau, donc ça fabrique notre conscience. Sous-entendu, si on n'a plus de cerveau, si on est mort, il n'y a plus de conscience. Sauf que les neuroscientifiques sont les premiers à dire mais on n'a absolument aucune idée de comment notre expérience subjective, notre expérience intérieure peut être fabriquée, entre guillemets, par notre cerveau. On n'en a aucune idée. Ça n'a jamais été démontré, ça n'a jamais été prouvé, et c'est même contesté à la fois par la logique, par les connaissances qu'on a en neurosciences aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi une porte ouverte colossale pour exercer mon métier de journaliste rationnel et de dire, si les neuroscientifiques sont les premiers à dire on ne sait absolument pas comment la conscience est liée au cerveau, peut-être qu'elle n'est pas liée au cerveau. Et peut-être que ce que disent des traditions spirituelles depuis des millénaires, à savoir que l'homme est un être spirituel, enfin des traditions millénaires, mais Teilhard de Chardin le disait il y a encore quelques décennies, l'homme est un être spirituel qui fait une expérience humaine. Peut-être que ça peut être démontré par la science, et c'est l'objectif que je me suis fixé et que je pense avoir atteint et dont je fais le récit dans ce livre. Oui, et un récit où vous évoquez aussi les médiums. Voilà encore un des sujets, un des nombreux sujets qui sont classés en paranormal sans examen, mais quand vous allez examiner ça, quand vous essayez de tester des médiums, ce que j'ai fait, c'est-à-dire de vous assurer que les informations qu'ils vous donnent prétendument de la part d'un défunt ne peuvent avoir été obtenus par aucun autre biais, c'est-à-dire du mentalisme, de la lecture à froid, de la tricherie, etc. Quand vous éliminez toutes ces explications conventionnelles en faisant un protocole assez rigoureux et scientifique, vous apercevez que des hommes, des femmes qui prétendent communiquer avec des défunts ont des informations extrêmement précises qu'ils n'ont aucun autre moyen d'avoir obtenues. Donc voilà, ça ouvre des champs de questions faramineux. Et quand on voit l'intérêt du public pour votre livre, ça veut dire que ce sujet intéresse beaucoup de gens et qu'on est seulement aux prémices des découvertes, Stéphane Alix. Oui, je pense, et ça c'est le journaliste qui parle, je pense que pour considérer sérieusement ces sujets, il faut s'y pencher sérieusement. Il faut laisser de côté ses croyances et de dire qu'est-ce qui est objectivable dans ces phénomènes, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que la science peut nous en dire. Le problème, c'est que quand on s'intéresse à ces sujets-là, on a tendance parfois à vouloir se laisser embarquer dans ce qui nous ferait plaisir, dans nos croyances. Moi, j'ai vraiment tenu depuis 15 ans à être très rigoureux, très dans la retenue, pour dire qu'est-ce que la science permet d'affirmer. Parce que la science, elle permet d'affirmer des choses qui sont tellement colossales que déjà, ça suffit à bousculer beaucoup de nos certitudes. Ce livre n'est pas une fin pour vous, parce que vous allez continuer à travailler sur le sujet, Stéphane Alix.
Très certainement, très certainement. Parce qu'il y a encore plein de découvertes à faire. La conscience est un univers vertigineusement mystérieux, donc effectivement, c'est un sujet d'enquête sans fin. Oui, et un sujet qu'on a peu abordé et que la science va permettre d'aborder beaucoup plus facilement aujourd'hui, la découverte scientifique. De plus en plus, parce que les outils, notamment des neuroscientifiques, ne permettent pas d'observer la conscience à l'instant immédiat, mais ils s'affinent, on a des outils qui deviennent de plus en plus précis, donc on peut mesurer les relations que le cerveau entretient avec la conscience. Ça ne nous en explique pas l'origine, mais ça permet de comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent les unes avec les autres. Et pour en savoir plus, je renvoie à celles et ceux qui nous écoutent à ce livre, La mort n'existe pas, le résultat de 15 ans d'enquête chez HarperCollins. Et continuez comme ça parce que je suis sûr que vous n'êtes qu'au début de vos découvertes, Stéphane Alix. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.